Oui, on reconnaît la voix du grand Serge Fiori. Dans ce cas-ci, vient danser sur l'album Fiori-Séguin, aussi qui est un classique. Et Marianne, aujourd'hui, c'est cet hommage national à la mémoire de Serge Fiori, décédé le jour de la fête nationale, le 24 juin dernier, à l'âge de 73 ans. Serge Fiori qui nous a quittés il y a de ça quelques semaines et c'est enfin aujourd'hui qu'on va célébrer, qu'on va lui rendre hommage. On dit que c'est une cérémonie d'hommage national à la mémoire du chanteur et cofondateur du groupe Harmonium. C'est une figure emblématique de la musique québécoise. Ça va être célébré par sa famille, ses amis, des collaborateurs et le public également cet après-midi à 15h à la salle Wilfrid Pelletier de la place des Arts de Montréal. On dit que c'est une commémoration qui va être composée de prestations musicales, des hommages, autant de la part des proches des chanteurs que des collaborateurs. Il va y avoir des artistes qui vont monter sur scène, mais on ne connaît pas encore leur identité. La famille veut vraiment conserver la surprise pour les gens du public qui vont être sur place, pour les spectateurs qui vont être à la maison. Il y a des politiciens, des artistes qui ont été invités à souligner le départ de l'artiste. Il y a près de 3000 billets qui ont été distribués la semaine dernière, en fait le 7 juillet. 7 ou 8 juillet, la semaine dernière, là, il y avait eu une vague de laissez-passer qui ont été mis disponibles à la population pour avoir accès à cette prestation-là. Et il y a eu une deuxième vague de laissez-passer gratuits, je dois le rappeler, qui ont été rendus disponibles au grand public samedi sur le site de la Place des Arts. Tout comme la première vente, ça s'est écoulé en moins de 30 minutes. Je rappelle aussi que le drapeau du Québec est mis en berne aujourd'hui, de l'aube au crépuscule, sur la tour centrale de l'Hôtel du Parlement en l'honneur de Serge Fiori. Et les gens du public qui n'ont pas réussi à avoir un accès à un laissez-passer pour pouvoir assister à la cérémonie, ils vont pouvoir le faire en regardant l'émission spéciale animée par Paul Larocque cet après-midi. Ça va être diffusé sur les ondes de LCN dès 13h. On va revenir sur les grands moments de la carrière de Serge Fiori. Et TVA va se joindre à lui à 15h pour le début de la cérémonie de l'hommage national au chanteur. Ça va durer environ 1 heure. Donc, mais sur les ondes de LCN, là, ça commence dès 13h. Donc, de 13h jusqu'à 16h. Puis ensuite, c'est sûr qu'on va faire un retour sur cet hommage. Bien hâte de voir surtout qui va être sur la scène. C'est sûr que si on connaît un peu la grande carrière de Serge Fiori, on s'attend à quelques noms, mais bon, j'ai bien hâte de voir qui va monter sur scène cet après-midi. C'est un hommage plus que mérité là, pour cet artiste plus grand que nature qui nous aura marqué, qui aura marqué des générations. Ouais. Une œuvre extrêmement significative dans l'histoire de la musique du Québec. Une décennie extraordinaire, la décennie des années 70, que ce soit la collaboration Fiori-Séguin, que ce soit les 3 albums d'Harmonium, des chansons qui résonnent, encore une fois, dans la culture québécoise pendant, bien sûr, des années, des décennies, et on va continuer de chanter, bien sûr, les grandes chansons d'Harmonium. Ce qui aura été particulier aussi de Serge Fiori, c'est un homme qui aura eu énormément de lumière sur lui, et à un moment donné, a ressenti le besoin d'aller vers l'ombre pendant plusieurs années. Une trentaine d'années, je crois. Oui, et au moins, je me dis que dans les dernières années de sa vie, il y aura eu toutes sortes d'hommages de son vivant. Il y aura eu également des reprises de son œuvre, ce soit par un spectacle du cirque, que ce soit par Harmonium symphonique que j'avais vu à la Maison symphonique de Montréal, qui, honnêtement, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vus de ma vie. Et toi, Alexandre, Harmonium, c'est ton groupe préféré. Oui. Alors, c'est une journée particulière pour toi aujourd'hui, je présume. Hein? Oui, j'ai pas pu avoir de laisser-passer. J'ai pas été assez rapide sur le piton, là. Disons que les places étaient limitées, puis qu'il y a moins de place à la Place des Arts que lors de l'hommage à Carl Tremblay, hein, par exemple, là, qui avait eu lieu au Centre Bell. C'était pas mal une plus grosse salle. J'avais pu obtenir des billets cette fois-là. Déçu de pas pouvoir y être, mais l'émission, là, je vais la suivre avec attention. Pour vrai, ça a touché les générations. C'est vraiment le terme que je retiens. On s'entend que j'étais dessus pas en vie dans les années 70, puis pas à peu près. Mais mes parents se sont toujours entendus sur une chose en dehors de tout, c'est sur Harmonium. Ils ont toujours, les deux nous ont fait écouter ça, même quand ils étaient séparés, c'était la musique qui résonnait chez nous, d'un côté comme de l'autre. J'en écoute encore assidûment. Je ne sais que dire à part merci. Hein, à Serge Fiori, merci pour cette musique-là, merci pour ce leg aussi. Puis je suis comme toi, heureux qu'il ait pu ressentir un peu de notre amour là, avant de nous quitter. Puis il est décédé le jour de la fête nationale. Je veux dire, tu peux pas. Ah, exact. Là, on dirait que c'est un scénario de film, sincèrement. Merci Serge. Et pour se gâter, tiens, on va en écouter encore un peu.
On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Où est allé tout ce monde qui avait... Alors, 13h cet après-midi sur les ondes de LCN. Maintenant, Alexandre, revenons à ce qui retient l'attention. C'est ces pluies diluviennes qu'on a reçues dans la journée de dimanche. L'heure est encore au nettoyage. Puis j'entendais des commentaires de gens, là, sincèrement, qui sont exaspérés, là, qui sont inondés à répétition, qui savent même plus s'ils sont assurables ou pas. Puis là, hier, la mairesse, entourée là, de certaines personnes de l'administration municipale, est allée à la rencontre des citoyens, a tenté de faire le point, puis a tenté d'avancer des pistes de solutions, parce que je peux pas croire que ça va être ça, la nouvelle normalité, puis le statu quo qu'on va accepter qu'une fois ou deux par année, il y a des Montréalais qui aient de l'eau jusqu'aux genoux. Oui, effectivement, parce qu'on commence à comprendre c'est quoi les zones cuvettes à Montréal, dans l'arrondissement de l'antique Cartierville, par exemple, il y a un tronçon de l'avenue de Châteaubriand qui est vraiment une zone cuvette. Là. L'eau va s'accumuler à chaque fois, et là, ça fait un bout qu'on demande, entre autres, que les travaux d'amélioration du collecteur L'Angelier, qui déborde presque à chaque fois qu'il y a des pluies de cette ampleur-là, mais soit effectué, on doit doubler ni plus ni moins la capacité de ce collecteur d'égout-là, mais c'est pas fait, ça traîne depuis des années, et les gens de l'arrondissement commencent à en avoir plein le casse. Même chose avec l'arrondissement de Saint-Léonard. Là. Au passage, d'ailleurs, que ce soit du côté de Mme Plante ou encore là, des oppositions, il y a la chef d'ensemble Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, qui se promenait également sur le terrain. On l'a senti, là, la frustration. Il y a eu des citoyens qui ont commencé à se vider le cœur là, lors du passage des politiciens et politiciennes et qui veulent voir des changements rapides. Là. Dans Saint-Léonard, on a tous vu les images d'à quoi ça ressemble, là, des résidences inondées. Puis ce qui est le plus triste, c'est que la plupart du temps, puis c'est un scénario qui s'est répété, là, puis pas juste dans cet arrondissement-là, les gens viennent de finir leur sous-sol. Ils viennent de dépenser 60, 75 000, 100 000 $ pour tout réparer, tout remettre à neuf, acheter des nouveaux électros. Là. Il y avait d'ailleurs là, quelqu'un qui témoignait, qui venait tout juste là, d'acheter ses électroménagers. Il était dans les boîtes. On les voyait flotter dans leurs boîtes de carton. Il n'y a même pas eu le temps de les déballer. Des véhicules dans leurs entrées qui sont neufs, qui viennent d'être complètement submergés. C'est des pertes totales. Et dans certains cas, ben, le problème, c'est justement les assurances. Là. Il y a un couple de Dorval, eux, qui sont juste à côté de l'aéroport, un coin qui y a goûté, puis pas à peu près. Puis eux disent, ben, ça fait 2 fois en 2 ans. Là, c'est la dernière fois, nous disent nos assurances, la dernière fois qu'on va vous rembourser pour des dépenses liées à ça. Après ça, c'est terminé. Mais là, on passe à un autre problème. Tant que c'est pas réglé dans l'arrondissement, comment tu veux espérer vendre ton appartement, ton condo, ta maison, si on sait qu'elle va être inondée à chaque année? Il y avait d'ailleurs une de ces maisons-là qui était mise en vente dans Saint-Léonard par sa propriétaire qui dit, ben là, on doit l'enlever du marché, on venait de mettre 60 000 $ pour tout rénover, on repart à neuf. Non, c'est vraiment des scénarios qui sont assez catastrophiques. Merci là, pour certaines personnes qui espèrent là, qu'on va faire les aménagements nécessaires puis qui dénoncent bien évidemment, comme ça arrive souvent, là, les pistes cyclables, par exemple, qui sont mises en priorité par l'administration Plante au lieu des parcs éponges et autres mesures. Il y en a qui sont faites, mais pas assez au goût de certains citoyens. Ça a été la ligne de Soraya Martinez-Ferrada qui disait, là, slacker un peu, là, je la paraphrase, là, mais slacker un peu sur les pistes cyclables, puis voulez-vous prioriser, s'il vous plaît, nos infrastructures, les canalisations? Bon, 2-3 réflexions en lien avec ça. D'abord, au-delà de cette ligne politique-là, il y a une perception, effectivement, dans la population, puis je me mets dans les bottes de pluie là, de ceux et celles qui ont été inondés. Sincèrement, je comprends votre découragement, je le serais moi aussi. La frustration, elle est bien présente. Et il y a de quoi de l'être aussi, parce que dans certains cas, tu te dis, OK, je prends tous les moyens, j'ai installé des clapets, j'ai installé, j'ai pas mis du tapis à poils longs dans le sous-sol. Non. Mais malgré tout ça, tu te retrouves les 2 pieds dans l'eau. Puis c'est pas de l'eau des escarres, là, on s'entend? Là, c'est de l'eau, c'est du refoulement d'égout. Il y a une question hygiénique, sanitaire là-dedans aussi. Les parcs éponges, là, il y en aurait quoi? 11 à peu près sur le territoire? Là? Environ. Bon. Si c'est si efficace que ça, est-ce qu'on peut accélérer l'installation des parcs éponges, s'il vous plaît, surtout dans ces zones cuvettes? Autre question, il y en a combien de zones cuvettes à Montréal? Oui, Saint-Léonard, ça revient souvent dans l'actualité, Annecy, Cartierville. Est-ce qu'on peut clairement les identifier, clairement nous dire c'est où, puis accompagner les citoyens? Parce que quand j'entends l'administration de Valérie Plante dire « Ah, ben, tu sais, les citoyens aussi doivent faire leur part. » Je m'excuse, là, mais les citoyens font déjà leur part. Pourquoi? En vous payant des taxes année après année. Puis aux dernières nouvelles à Montréal, les taxes ne sont pas données, sont quand même assez chères. Les citoyens
ils font leur part. Okay? Ouais. Puis souvent, ta maison, c'est ton plus gros bien. T'es pas assis là, sur 100 000, 200 000 $. Ah, ben, tu sais, on s'est fait inonder. Ah, ben, parfait, on va ouvrir le coffre-fort, un petit 30 000, on va réparer ça dans le sous-sol. C'est extrêmement anxiogène. Il y a des gens, là, tu sais, il commence à pleuvoir. Là, tu dis pas encore. C'est pas vrai que le cauchemar va se répéter. Alors, c'est un tout. Il n'y a pas de solution simple. J'entendais aussi la mairesse Plante interpeller les 2 autres paliers de gouvernement, que ce soit le provincial ou le fédéral. C'est un enjeu, là. Les changements climatiques, les espèces de pluies diluviennes, les phénomènes météo violents. Alors, ça peut pas devenir la nouvelle normalité. Non. Alors, il faut là, que sur la pile des problèmes, là, parce qu'il y en a 2, 3 à Montréal, ça, il faut que ce soit sur le dessus de la pile, avec les autres enjeux de société, je comprends, là. Mais ça peut pas juste être anecdotique en disant « Ah oui, on va inaugurer un parc éponge ». Si c'est si efficace que ça, multipliez-les, les fameux parcs éponges. Puis est-ce qu'il faut se surprendre de la non-capacité du réseau de traiter ce genre de coup d'eau-là? Qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques jours? C'était sur Notre-Dame, de mémoire. Un bris de canalisation, une canalisation qui datait des années 1800. 1800? Sacrifice, 1800! Est-ce qu'il faut se surprendre que le réseau n'est pas capable Mais oui, mais c'était efficace dans le temps, Alex. Peut-être que dans les années 1800, les orages étaient moins violents. Puis ça, c'était 1 an après le geyser de Montréal qui avait on se souviendra, là, inondé des entreprises dans le centre-ville qui, d'ailleurs, certaines avaient encore de la misère à se faire aider par la ville des mois et des mois après ça, parce qu'on s'entend que c'est pas une responsabilité du commerçant. Là, dire que les citoyens doivent faire leur part, c'est bien beau, mais quand c'est une canalisation qui pète, par exemple, puis qu'on inonde, ça revient à qui la responsabilité? Alors, je veux pas tomber dans la facilité de juste blâmer la ville. C'est multifactoriel. Tout le monde doit faire sa part. Mais à un moment donné, il faut que ça devienne une priorité. D'ailleurs, on a un peu de chiffres là, en lien avec les quantités de pluie qu'on a reçues, Alexandre. Souvenons-nous de débit. Là, en août 2024, on avait reçu 154 mm en 24 heures dans la région de Montréal. Là, on est à combien en très peu de temps? Là, parce que ça a tombé en un après-midi. C'est en moins d'1 heure que c'est tombé. Puis on se comprendra qu'on ne battra pas le 154 mm de pluie de débit en août 2024, mais on a battu là, en juillet une quantité de pluie qui était tombée le 8 juillet 2024. Ça avait été un gros été. L'été passé, c'était 79,8 mm de pluie là, qui était tombé, mais ça suivait la tempête tropicale Beryl. On a reçu là, en moins d'1 heure là, 81,6 mm d'eau au total, ce qui fait en sorte qu'on a battu un record qui datait de 1871. Donc, vieux de 154 ans, c'est ce qui a été battu. À peu près l'âge de la canalisation qui a battu sur Notre-Dame. Voilà, donc il datait pour juillet. Mais ce qui est intéressant de retenir là-dedans, c'est que là, on avait le reste de Beryl en juillet passé, on avait Débit en août passé. Là, c'est pas le restant d'un ouragan, c'est pas le restant d'une tempête particulière, puis c'est ça ici là, qui vient amener un point d'exclamation sur ces quantités d'eau-là qui sont tombées. C'est que là, les causes sont pas complètement déterminées, mais on le sait que des événements, des bombes climatiques, comme on en voit, on risque d'en avoir de plus en plus avec les changements climatiques qui s'en viennent. Puis ça donne des histoires comme cette femme à Boisbriand qui a été sauvée littéralement par 2 employés d'un magasin IGA à côté qui sont sortis pour voir, hey, ça tombe pas mal pendant leur chiffre de job. Et là, voit une femme dans un fossé qui n'est pas capable de sortir de son véhicule. Littéralement, là, elle n'est pas dans un lac, elle est sur le bord de la route. Et là, ils ont dû sortir dehors, prendre une pelle, réussir à ouvrir le coffre parce qu'elle était incapable d'ouvrir quelque porte que ce soit. Puis c'est par le coffre de sa voiture qu'ils ont réussi à la sortir, finalement. Il y aurait eu des risques qu'elle se noie, cette femme-là, littéralement, tellement elle tombait d'eau dimanche. Surveiller aujourd'hui aussi une rencontre importante du cabinet Carney en lien avec les tarifs. Ouais, pas le choix parce que la situation se bouscule pas mal au fil des déclarations du président américain. Hein, Mark Carney qui avait déjà là, convoqué son cabinet aujourd'hui pour réagir à la fameuse lettre qu'il a reçue, lettre nous annonçant un 35% de droits de douane au Canada. Le problème, c'est qu'hier, Donald Trump s'est mis, alors qu'il recevait Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN dans le bureau ovale, s'est mis à dire que les lettres qu'il a envoyées, c'est ça, les fameux deals, qu'il veut dire depuis le début. C'est ce qu'il a dit. Il dit, tout le monde me demande quand est-ce que les deals vont être faits. Ils sont déjà faits, j'ai envoyé lettre, c'est ça les deals. Un deal imposé. Ouais, c'est ça. C'est unilatéral. Tu peux juste décider de faire ça. C'est ça, les ententes. C'est voici, je vous impose et fin. Parce que
Parce que c'était ça la situation plutôt cette année aussi, quand il a parlé de négocier 90 deals en 90 jours. Mais bon, là, il va falloir s'activer du côté du cabinet Carney. Comment on va réagir à tout ça? On a été très souple jusqu'ici. On a supprimé la taxe sur les produits numériques. On a fait des déclarations par rapport à une surveillance des frontières accrue. On a nommé un tsar du fentanyl. On a annoncé qu'on a monté jusqu'à 5% de nos dépenses militaires pour être au niveau de ce qui est demandé par le temps par Donald Trump. Il n'y a rien qui fait rien. On s'est imposé 35%, l'Union européenne 30%, le Mexique 30%. Pourquoi le Canada c'est plus élevé qu'ailleurs? C'est sincèrement incompréhensible. Et là, c'est la fine ligne avec laquelle Mark Carney et son cabinet vont devoir composer. À quel point il faut essayer d'accommoder Donald Trump, qu'on voit très bien qui fait n'importe quoi, puis qui nous impose quoi que ce soit, peu importe notre action. Et pour répondre à ta question, pourquoi le Canada a 35%? C'est le fentanyl, Alexandre. Le fentanyl qui est un vrai fléau, qui rentre à pleine porte là, par la frontière. J'aime pas la couleur de leur drapeau au Canada, puis ils sont plus grands que nous en géographie. Ouais, on va leur mettre plus de tarifs, regardez. Les feux de forêt, n'oubliez pas la fumée des feux de forêt. 10% supplémentaires. Ouais. L'excuse du fentanyl, sincèrement, je suis plus capable de l'entendre. Là. 1%, moins de 1%, voire même du fentanyl qui rentre par la frontière nord. Ça rentre à pleine porte par la frontière mexicaine. Le Mexique a 30%. Alors, vous voyez, c'est impossible de suivre la logique, si on peut qualifier ça de logique, la logique tarifaire du président américain. Par contre, il y a quand même une chose. Là. La pression, elle est forte sur Mark Carney actuellement. Et je suis convaincu qu'il le sait. Son équipe le sait aussi. Parce que ramenons-nous à la dernière campagne électorale. Tous les autres enjeux ont été complètement occultés. Pourquoi? Pour un enjeu qui est devenu la question de l'urne, les tarifs. Qui était la meilleure personne pour gérer Donald Trump? Ben, dans l'esprit des Canadiens, clairement, c'était Mark Carney, parce que les Canadiens l'ont choisi. Et là, ben, lui, il s'est fait élire en projetant l'image de l'adulte dans la pièce, celui qui, grâce à son beau CV, son expérience, allait être en mesure de dealer avec le Donald. Or, on s'aperçoit que de composer avec le président américain, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'il l'avait envisagé. Alors, ben, ce sera un test de crédibilité pour Mark Carney et son gouvernement. Est-ce qu'il risque de perdre un peu de sa superbe s'il n'y a pas de réelle entente avant le 21 juillet, qui était la date qui avait été convenue, souvenez-vous, après Kananaskis, le sommet du G7. Trump parle du 1er août avec sa fameuse lettre. Mais vraiment, là, à chaque jour, c'est un nouveau rebondissement. Là, hier, il avait fait son annonce concernant la Russie, lui donne 50 jours. Sinon, c'est des tarifs de 100%. Il donne plus de jours à la Russie qu'à ses alliés, hein? Ben oui. Pour les tarifs, juste le mentionner. Entre nous, là, en 50 jours, Poutine, y a-tu le temps de bombarder comme il faut l'Ukraine? Non, mais sincèrement, là, puis de mener son espèce d'opération estivale qu'il prépare depuis un bon moment. On a déjà senti une intensification des frappes dans les dernières semaines. Vraiment, en 50 jours, là, ça risque d'être tout un carnage. Parlant de Mark Carney, ses actions, ses avoirs, on le sait quand même, très riches. Et là, on a eu un peu le fin détail de quelles actions il détient. On n'a pas le montant d'argent comme tel, mais on peut comprendre que c'est pas juste, exemple, une action de Costco puis une action de Netflix. Mais là, le chef conservateur Pierre Poilievre lui demande de les vendre. Ouais, 2-3 actions que posséderait M. Carney selon le bureau du commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, qui a publié vendredi dernier toute la liste de 15 pages, d'ailleurs, que des actions que possédait Mark Carney avant là, qu'on crée une fiducie sans droit de regard là, dès qu'il a été élu. On se comprend, là, toutes ces actions-là ont déjà été transférées dans justement une fiducie, il peut pas y toucher. Là. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Et il sait qu'il les a quand même. Il sait qu'il les a quand même. Là. Puis là, évidemment, il y a des actions de plein de sociétés. Brookfield Corporation, Brookfield Asset Management, parce qu'il travaillait là avant de devenir le chef du Parti libéral, éventuellement premier ministre. Mais il détient aussi des actions dans 569 sociétés différentes. Beaucoup de grandes entreprises américaines dans le pétrole, dans l'armement, dans les chemins de fer, dans le commerce de détail, dans les nouvelles technologies, tout ce qui est des grandes compagnies de crédit, American Express, Capital One, Mastercard, des compagnies aériennes, American Airlines, Boeing, Delta, Southwest Airlines, United Airlines, toutes des compagnies
américaine d'ailleurs. Le fabricant Lockheed Martin qui fait des F-35, Airbnb, Adobe, puis là, j'en passe, là, ça va de partout, de Coca-Cola à Costco, à DoorDash, à McDonald's, à Molson, Netflix, PayPal, Starbucks, Tesla, Walmart. Ça va dans tous les sens et beaucoup d'entreprises américaines, des géants du pétrole comme ExxonMobil et Chevron aussi. Et comme tu le disais, on ne sait pas combien ça vaut tout ça. Et dans ce cas-ci, c'est pas ce qui semble important aux yeux des oppositions, là. Puis t'as Pierre Poilievre qui l'appelle à vendre toutes ces actions-là, parce que même s'il y a un mécanisme théoriquement qui fait en sorte qu'il n'y a aucun processus décisionnel qui se rend jusqu'à M. Carney. Il n'est pas supposé prendre de décision dès que c'est sur une entreprise qui se retrouve dans son énorme portefeuille. Mais c'est parce qu'on se comprend que c'est Michael Sabia, qui est son nouveau greffier du conseil privé, puis son chef de cabinet qui sont supposés prendre ces décisions-là à sa place. Est-ce qu'on peut vraiment s'assurer que ce soit un mécanisme étanche? C'est sûr que on suit toutes les règles de ce côté-là, mais il peut y avoir des apparences de conflit d'intérêts. Puis c'est de ça qu'on s'inquiète du côté des conservateurs. Je pense que ce serait utopique là, de penser qu'on va faire de Mark Carney un adepte de la simplicité volontaire. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a bien réussi dans la vie, qui a une brillante carrière, qui a fait des investissements. La liste, moi, pour m'intéresser beaucoup à la bourse aussi, la liste des investissements que tu nous as fait, ce sont des titres souvent premium qui ont une très belle progression. Alors, je comprends cette sélection de titres-là, mais Mark Carney n'aura pas le choix de vraiment là, de montrer patte blanche et d'être plus droit que droit en lien avec tout ça. Sur la messagerie texte, c'est assez mitigé là, concernant Carney et les tarifs avec Trump. Oui. On a Gilles de Charlemagne qui nous dit qu'il est convaincu que Carney va échouer avec Trump. Il n'a jamais cru le stratège libéral. Et on a Patrick de Saint-Jean-sur-Richelieu qui dit « Pour l'instant, je suis très satisfait de M. Carney. Il a fait fortune avant d'être premier ministre et il y aura toujours de la jalousie. » Donc, c'est très mitigé sur la 87 Cube Radio. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas. 1-877-827-2346. Toujours intéressant de vous lire parce que vous générez, vous suscitez la discussion.